Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une source particulièrement riche de décembre 2025. Bonjour. C'est une publication, assez technique, mais notre mission, c'est d'en extraire un peu les pépites, les histoires humaines et puis les leçons qui se cachent derrière les décisions de justice. Tout à fait. On ne va pas faire un cours de droit, mais plutôt essayer de comprendre comment les relations de travail en France évoluent. C'est ça. Au programme, la loyauté, des licenciements pour des motifs parfois surprenants, on va voir, le pouvoir des représentants du personnel, et puis des détails de procédure qui peuvent tout changer. Alors, décortiquons tout ça. Et c'est un excellent choix de document. Parce que derrière chaque numéro d'arrêt de la Cour de cassation, il y a une histoire, il y a une tension, un conflit. Oui, Et ces décisions qui peuvent paraître très techniques, en fait, elles sont le reflet des grands enjeux du monde du travail. La santé mentale, la surveillance, la liberté d'expression. d'accord. En les analysant, on ne regarde pas seulement le passé, on décèle les tendances qui vont façonner l'entreprise de demain. C'est le droit du travail en pleine action, quoi. Et pour commencer, il y a une affaire qui m'a vraiment interpellé. C'est l'histoire d'un employeur qui, pendant 10 ans, a ignoré les alertes de ses représentants du personnel. 10 ans. 10 ans! Les élus du CSE n'arrêtaient pas de leur dire « Attention, il y a des erreurs dans le calcul des indemnités de congés payés ». La direction, rien. Elle n'a rien fait. Et bien sûr, une décennie plus tard, un audit confirme que les élus avaient raison depuis le début. Alors, ma première réaction, c'est de me dire « Bon, c'est une simple erreur de paie à régulariser ». Mais la Cour de cassation, elle, y voit beaucoup plus que ça, n'est-ce pas, Evelyne? Ah oui, beaucoup plus. Et c'est là que ça devient fondamental. On n'est plus du tout dans l'erreur de calcul ou la simple négligence. D'accord. La justice considère qu'ignorer sciemment, de manière répétée et sur une aussi longue durée, des alertes qui sont documentées et fondées, c'est un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Ah oui. En clair, ce n'est plus une inaction passive, c'est une faute active. C'est un refus délibéré de respecter ses obligations. L'inaction devient une action. C'est une idée puissante. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise fautive? Est-ce que ça va au-delà du simple remboursement des sommes dues? Absolument. C'est toute la différence. S'il s'agissait d'une simple erreur, l'entreprise devrait juste payer les arriérés de salaire. Voilà. Mais en qualifiant cette inaction de manquement à l'obligation de loyauté, la porte est ouverte à des dommages et intérêts bien plus importants. Ah d'accord. Pour le préjudice subi par les salariés. Ça a établi un précédent. Un employeur ne peut plus se cacher derrière, une prétendue complexité administrative ou un simple oubli quand il a été prévenu à de multiples reprises. Bien sûr. Le silence et l'inaction, quand ils sont documentés, deviennent une preuve de sa mauvaise foi. Et ça peut coûter très cher devant un tribunal. Ça renforce aussi énormément le rôle des élus, qui deviennent des gardiens de la bonne exécution du contrat. On voit que cette notion de loyauté est un pilier. Mais que se passe-t-il quand cette loyauté est rompue et que la relation de travail se brise? On pense souvent au licenciement, mais parfois, c'est le salarié qui part. J'ai lu un cas dans le document sur une démission équivoque, qui montre que ce n'est pas toujours si simple. Un salarié, en gros, jette l'éponge après avoir alerté plusieurs fois sa direction sur une surcharge de travail qui le mène à l'épuisement. Oui. Il y a des visites à la médecine du travail, des mails, tout un dossier. Et puis, il démissionne. C'est un cas d'école. Le principe de base, c'est qu'une démission, ça doit être un acte volontaire, clair, non équivoque. Logique. Or, si un salarié démissionne parce qu'il est à bout, et qu'il peut prouver que cette situation est due à un manquement de son employeur, ici, une obligation de sécurité, de protection de sa santé qui n'a pas été respectée, D'accord. alors sa volonté n'est plus considérée comme libre. On considère qu'il a été poussé vers la sortie. Et donc, les juges peuvent requalifier cette démission. Requalifié, c'est-à-dire? Ça veut dire que juridiquement, on va faire comme si le salarié n'avait pas démissionné, mais avait été licencié de manière abusive. La rupture du contrat produit alors tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et pour le salarié, ça change tout, j'imagine. Ah, ça change tout. Il a droit à une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts. Mais alors, où est la limite?
Comment un employeur peut-il se protéger contre un salarié qui regretterait sa démission et tenterait de la faire requalifier juste pour obtenir des indemnités? La clé, c'est la preuve. La charge de la preuve pèse sur le salarié. D'accord. Il doit démontrer deux choses. Mhm. D'abord, les manquements de l'employeur, La surcharge de travail, etc. c'est ça. Et ensuite, le lien de causalité directe entre ces manquements et sa décision de démissionner. C'est pour ça que les détails que vous avez cités, les alertes par mail, les rapports de la médecine du travail sont cruciaux. Il constitue le dossier. Exactement. Ils prouvent que la démission n'était pas un choix libre, mais la seule issue. Le conseil pour un manager, c'est qu'une lettre de démission qui suit une série de plaintes sur les conditions de travail, il faut la traiter comme une alarme incendie, pas comme un dossier classé. C'est une perspective qui change tout. Mais allons du côté des ruptures initiées par l'employeur. Le document propose un véritable florilège de motifs de licenciement. C'est fascinant, on a l'impression de regarder par le trou de la serrure. Oui, un peu. La réalité du droit social est rarement ennuyeuse. Clairement. Par exemple, dans la catégorie « faute grave », on a le cas du manager décrit comme colérique, agressif, dénigrant et infantilisant. Classique malheureusement. On a aussi un salarié qui se moquait de ses collègues sur un groupe Facebook privé. Et mon préféré, de loin, un salarié qui travaille sur un bateau de croisière et qui est surpris en train de fumer un narguilé dans sa cabine. Ah oui, celui-là. On se demande comment c'est possible. Pour le narguilé, au-delà de l'aspect un peu comique, la faute grave est évidente. On est sur un navire, le risque d'incendie, c'est une obsession. Bien sûr. Le salarié a mis en danger la sécurité de tout le monde. La poursuite du contrat est juste impossible. Pour le cas du groupe Facebook, c'est plus subtil. On touche à la frontière entre vie privée et vie pro. Exactement. Mais là, les juges ont estimé que même si le groupe était privé, les propos dénigrants envers des collègues créaient un trouble objectif dans l'entreprise. C'est un manquement à l'obligation de loyauté. Et puis, il y a la faute lourde, le niveau ultime. Le document cite le cas d'un salarié en arrêt maladie qui en profite pour créer une société concurrente et démarcher les clients de son employeur. Là, on sent qu'on change de dimension. On change complètement de dimension, oui. La différence fondamentale entre la faute grave et la faute lourde, c'est l'intention de nuire. L'intention. Oui. Pour la faute lourde, l'employeur doit prouver que le salarié n'a pas seulement commis une faute, mais qu'il a agi avec la volonté délibérée de causer un préjudice à l'entreprise. Et c'est dur à prouver, ça? C'est pour ça qu'elle est plus rare et plus difficile à prouver. Le cas du détournement de clientèle pendant un arrêt maladie, là, c'est l'exemple parfait. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est quand les juges disent « non ». Ce n'est pas une faute suffisante. Il y a l'exemple d'un salarié avec 24 ans d'ancienneté, un dossier impeccable, Oui. qui transfère des données confidentielles. Il est licencié pour ça, mais la justice annule le licenciement. Ces 24 ans de service ont agi comme un bouclier en quelque sorte. Comment les juges pèsent ces éléments? C'est le principe de proportionnalité qui est vraiment au cœur du droit disciplinaire. Les juges ne regardent pas seulement l'acte en lui-même, ils le replacent dans son contexte global. L'ancienneté, c'est un facteur majeur. Licencier un salarié irréprochable depuis 24 ans pour une seule erreur, même sérieuse, ça peut être jugé disproportionné. D'accord. Ils vont aussi regarder le poste, le niveau de responsabilité, s'il y a eu des avertissements avant, et si le préjudice pour l'entreprise est réel, démontré. Il n'y a pas de grille de lecture automatique qui dirait tel acte égale telle sanction. Non. C'est une appréciation au cas par cas. Et c'est ce qui rend la jurisprudence si humaine, et parfois imprévisible. Cette idée de contre-pouvoir et de protection est centrale, ce qui nous amène tout naturellement au rôle des représentants du personnel. On a vu qu'il fallait les écouter, mais leur pouvoir va plus loin. J'ai été très intrigué par une décision sur le droit d'alerte du CSE en cas de harcèlement moral. Ah oui, très importante celle-là. Le cas est le suivant. Le CSE envoie une lettre à la direction pour dénoncer une situation de harcèlement, mais refuse de donner le nom de la victime. Mon premier réflexe a été de me dire « Mais comment l'employeur peut-il enquêter s'il ne sait pas qui est concerné ?» Ça semble voué à l'échec. C'est une réaction logique. Mais la Cour de cassation a une vision différente, et c'est une avancée majeure pour la protection des salariés. Ah oui? En validant cette procédure, les juges disent que l'objectif premier du droit d'alerte, ce n'est pas forcément de sanctionner un coupable pour une victime donnée, mais de traiter un risque systémique. Un risque systémique. Oui. L'anonymat protège la victime, qui souvent n'ose pas parler par peur des représailles. Si on devait la nommer dès le départ, ce droit d'alerte ne serait presque jamais utilisé. Donc l'alerte ne vise pas une personne mais une situation.
Précisément. Imaginez un service où un manager a des pratiques toxiques. Personne n'ose déposer une plainte formelle et devenir la cible. Mhm. Mais le CSE, en rassemblant plusieurs témoignages anonymes, peut déclencher son droit d'alerte en disant « Attention, il y a un problème de management dans ce service ». Et ça oblige l'employeur à agir. Ça l'oblige à enquêter non pas sur un cas individuel, mais sur l'organisation du service, sur le climat de travail. On passe d'une approche curative et individuelle à une approche préventive et collective. C'est beaucoup plus efficace pour traiter le mal à la racine. Et cette protection est encore plus forte pour les élus eux-mêmes. Le document mentionne une décision du Conseil d'État sur un salarié protégé qui refuse une mise à pied. Tout à fait. L'idée, si je comprends bien, c'est que son refus d'obéir n'est pas forcément une faute s'il s'avère que la sanction de départ était injustifiée. C'est une sorte de double protection. C'est tout à fait ça. La protection d'un représentant du personnel est conçue pour garantir son indépendance. D'accord. Si un employeur pouvait le sanctionner abusivement, puis le licencier pour insubordination parce qu'il refuse cette sanction injuste, la protection n'aurait plus aucun sens. Bien sûr. Le Conseil d'État vient donc vérifier toute la chaîne. Il regarde d'abord si la mise à pied était méritée. Si ce n'est pas le cas, alors le refus de l'exécuter ne peut pas être une faute. C'est une garantie essentielle. On a vu la complexité du fond. Mais les sources insistent aussi sur le fait que la forme, la procédure, est tout aussi critique. La question pratique du document sur les délais de notification d'un licenciement économique, c'est un vrai casse-tête. Ah oui, Pour un entretien le 18 décembre, on ne peut notifier le licenciement d'un cadre que le 8 janvier. J'ai essayé de refaire le calcul, jours ouvrables, calendrier, les week-ends, les fêtes. C'est un champ de mine pour un service RH. c'est un champ de mine. Et une erreur peut coûter une fortune. Ce formalisme, il n'est pas là pour compliquer la vie des entreprises. Chaque délai a une fonction précise. Hmm. Les 7 jours ouvrables, pour un cadre après l'entretien par exemple, c'est un délai de réflexion, incompressible. C'est une période sanctuarisée pour que le salarié puisse digérer l'information, consulter un avocat. Sans la pression d'une notification immédiate. Exactement. Si l'employeur notifie le 7 janvier au lieu du 8, il a violé cette garantie de fond. Et le licenciement pourra être jugé irrégulier, voire abusif, même si le motif économique était parfaitement réel et sérieux. Un seul jour peut tout changer. C'est vertigineux. Et on retrouve cette même logique de protection dans une autre affaire, sur l'URSSAF cette fois. Oui, celle sur la charge de la preuve. En résumé, l'URSSAF fait un contrôle, envoie une lettre d'observation, l'entreprise dit « jamais reçu ». La question c'est « qui doit prouver quoi ?» Et donc, La Cour de cassation est claire, c'est à l'URSSAF de prouver que l'entreprise a bien reçu le courrier. Ce n'est pas à l'entreprise de prouver un fait négatif. de prouver qu'elle n'a pas reçu quelque chose. C'est ça, ce qui est quasi impossible. Ces exemples montrent que le respect de la procédure, ce n'est pas une simple formalité administrative. C'est la garantie fondamentale que les droits de la défense de chaque partie sont respectés. C'est un rappel essentiel. Si on essaye de prendre un peu de hauteur, on a vu que la bonne foi, la loyauté, c'était des obligations très concrètes. On a exploré cette zone grise entre une démission qui n'en est pas une et un licenciement. On a découvert un bestiaire de fautes professionnelles et surtout l'importance du contexte. Et enfin, on a vu le rôle clé des représentants du personnel et l'importance absolue de la procédure. Finalement, qu'est-ce que ce voyage dans le droit social de 2025 nous apprend ? Il nous apprend que la jurisprudence est un organisme vivant. Elle n'est pas gravée dans le marbre, elle s'adapte, elle respire au rythme des évolutions de la société et du travail. Chaque décision qu'on a discutée est une réponse à une nouvelle situation, une nouvelle technologie. Une nouvelle attente sociale ? Voilà, le droit essaye constamment de rattraper la réalité et ces décisions, ce sont les témoins de cette course. C'est une très belle façon de le voir. Et pour laisser notre auditeur sur une dernière réflexion, je remarque que beaucoup de cas qu'on a évoqués, les moqueries sur Facebook, le transfert de données, même d'autres qu'on voit partout comme les critiques sur LinkedIn, Oui, tournent autour des outils numériques. Et ça nous amène à une question fondamentale qui est loin d'être tranchée et qui sera sans doute le grand chantier juridique des prochaines années. laquelle ? Comment le droit parviendra-t-il à tracer une frontière juste et claire entre la liberté d'expression personnelle d'un salarié sur ces plateformes, qui peut relever de sa vie privée, et son devoir de loyauté envers son entreprise ? La ligne est de plus en plus floue, et c'est sur cette ligne que se joueront les grands conflits de demain. La question reste grande ouverte.